Les anatomistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la thématique de la pathologie médicale et plus précisément dans cette série de vidéos, nous voyons l'anamnèse, l'examen physique, l'exploration physique et plus précisément l'examen par système. Nous avions vu dans la précédente vidéo l'examen par système au niveau de la tête et du cou. Nous avions regardé dans quelle mesure il est important pour un professionnel de santé de observer la morphologie de la tête, sa mobilité, les symétries faciales, d'accord, le niveau ORL, parce que tout ça peut nous donner des indices sur des red flags, sur un type de pathologie. Nous avions vu des exemples au niveau de la mycose buccale et de la paralysie faciale avec une atteinte du nerf facial. Nous avons vu également l'examen au niveau du cou. Nous avions vu qu'on peut retrouver des masses ou des grosseurs qui peuvent être liées à des ganglions lymphatiques hypertrophiés, à des problèmes de thyroïde, une adénopathie qui est une atteinte des ganglions lymphatiques. Et nous avions vu aussi la carotide ici. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier l'examen par système au niveau du thorax et de la poitrine. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir au niveau de l'abdomen et les 9 cadrans de l'abdomen avec les différents organes. Alors, je tiens à faire un petit disclaimer sur cette vidéo. Je ne suis pas médecin, juste je vous fais cette vidéo pour que vous ayez une vue d'ensemble. C'est une vidéo d'introduction à l'examen du thorax et de la poitrine parce qu'on va parler d'observation, de palpation, de percussion du poumon. Et également de l'auscultation. Alors il y a énormément de choses à dire. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais vous mettre les différents cours et liens que j'ai pu trouver qui sont publiés par différentes facultés de médecine et différents chirurgiens ou médecins. Et voilà, juste pour vous dire que cette vidéo n'est pas exhaustive, je vais juste vous donner quelques exemples, je ne vais pas parler de tout parce qu'effectivement il faudrait faire une vidéo de plusieurs heures je pense. Donc voilà, c'est juste pour en guise d'introduction, je me répète, et d'un point de vue global. Alors au niveau du thorax et de la poitrine, on va juste faire un petit rappel physiologique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on inspire? Qu'est-ce qui se passe quand on expire? On a le muscle principal qui est le diaphragme. Effectivement, lorsqu'on inspire, ce muscle se contracte. On a une contraction également des muscles élévateurs des côtes et des muscles intercostaux avec une contraction et un abaissement du diaphragme, d'accord, qui va pousser les organes abdominaux vers le bas, ce qui a tendance à refaire sortir le ventre lorsque vous prenez une respiration abdominale, d'accord? Alors, au niveau des intercostaux, il y a souvent un amalgame qui est fait. On va bien différencier. Là l'amalgame a été fait. Contraction des muscles intercostaux. Lors de l'inspiration, c'est seulement les muscles intercostaux externes qui se contractent. C'est l'inverse dans l'expiration. Les intercostaux externes se relâchent et les intercostaux internes se contractent. Alors, je vais vous montrer ça sur Wikipédia. Alors les intercostaux externes aident et forcent l'inhalation, d'accord, en se contractant, et les intercostaux internes aident dans l'expiration. Donc on a une augmentation du volume de la cage thoracique, les poumons sont extensibles, attachés à la cage thoracique par l'intermédiaire de la plèvre, et donc vont augmenter le volume et va se faire une entrée d'air par une différence de volume, de pression. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un cours en physiologie au niveau du système respiratoire. Au niveau de l'expiration, donc c'est le processus contraire, antagoniste, c'est un phénomène passif, donc on va avoir un relâchement des muscles élévateurs des côtes, du muscle intercostal externe, une contraction du muscle intercostal interne, le diaphragme donc remonte, et les poumons étant élastiques vont reprendre leur volume initial en tirant sur la cage thoracique et donc provoquer une diminution du volume de la cage thoracique et l'air va être expulsé. Donc voilà pour ce petit rappel au niveau de la physiologie pour comprendre la suite. Alors au niveau du thorax et de la poitrine, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que praticien? Une observation de la mobilité, d'accord, et de la morphologie. Mobilité au niveau, effectivement, ici au niveau de la cage thoracique, vous avez plusieurs articulations, qui vont suivre les mouvements des poumons, vont suivre les mouvements de l'augmentation du volume de la cavité thoracique. Donc on peut venir palper, etc. Donc observer et ensuite palper. Alors j'étais en train de me perdre, mais une fois qu'on a observé, on peut palper. Au niveau de la palpation, donc je l'ai dit, les structures osseuses, les structures articulaires, osseuses, on va pouvoir sentir le corps du sternum, le processus xyphoïde du sternum, le manubrium sternal, les articulations, comme je l'ai dit, pendant l'inspiration et l'expiration, les vraies côtes, les fausses côtes, les côtes flottantes,
la clavicule éventuellement, d'accord. Bon, ça c'est sur le point de vue antérieur, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le point de vue postérieur. Au niveau des structures musculaires, qu'est-ce qu'on peut venir sentir? Le grand pectoral, le petit pectoral, on peut sentir les intercostaux, le dentelé, etc. Alors, on avait vu, hein, donc l'observation, la palpation, ensuite il y a la percussion. On avait vu cette vidéo où le praticien va poser sa main, alors le patient est en décubitus dorsal, il pose sa main, il va venir comme ça taper pour faire la percussion du poumon et entendre si le son est tympanique. Alors tympanique, ça sonne creux, en gros, c'est des bruits de tambour. Dans ce cas-là, c'est un bruit normal, d'accord, le poumon étant rempli d'air. Et ensuite, on peut avoir un son mat, et dans ce cas-là, ça montrerait une occupation thoracique avec un épanchement au niveau de la plèvre, des tumeurs thoraciques, éventuellement une hépatisation. C'est juste des exemples que je vous donne. Peut-être qu'il y en a d'autres, il y en a plein. Une hépatisation qui est une altération d'un tissu organique, hein, notamment pulmonaire dans ce cas-là, dont la compacité et la coloration rappellent alors celle du foie. Au niveau de l'auscultation cardiaque, avec l'intermédiaire du stéthoscope, je vais vous montrer un schéma où on peut placer le stéthoscope. Pour l'auscultation cardiaque, on va pouvoir écouter le ton, la tonalité, le souffle et les clics. Alors, je vais vous montrer juste un petit schéma et ensuite une vidéo. Donc, au niveau de l'auscultation cardiaque, il y a différents foyers d'auscultation. On peut écouter les bruits cardiaques normaux, d'accord, modification pathologique des bruits cardiaques. Et, alors je vais juste revenir, voilà. Et au niveau des bruits, on va avoir des souffles, des clics, des claquements, des frottements péricardiques. Pour avoir chacune des caractéristiques, je vous laisse aller faire vos recherches. Je vais passer à la diapo suivante. Donc vous voyez ici, hein, on a différents foyers où on va pouvoir poser le stéthoscope. On va avoir un foyer aortique, okay, on va avoir un foyer pulmonaire, un foyer mitral et un foyer tricuspide. Alors celui-là, le foyer d'herbe, je le connais très peu. Donc voilà. Donc pulmonaire, mitral, tricuspide et aortique. Alors qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Bon, je vais vous poster cette diapositive dans la description de la vidéo. Ensuite, je pense qu'on a tout vu de ce niveau-là. Alors, l'auscultation pulmonaire. Alors là aussi, il y aurait énormément de choses à dire. J'ai dû faire des choix, d'accord? Donc, on peut entendre dans l'auscultation pulmonaire ce qu'on appelle le murmure vésiculaire, qui est un bruit normal, hein. C'est une locution qui va désigner le bruit respiratoire que l'on perçoit à l'auscultation pulmonaire normale. Il s'agit d'un bruit lisse et sourd qui résulte de turbulences lors du déplacement de l'air lorsque se produisent l'inspiration et l'expiration. Une diminution bilatérale de ce bruit marque par exemple un emphysème, d'accord? On peut repérer aussi des silences auscultatoires. Les signes de gravité respiratoire sont au premier plan, distension thoracique, des signes de lutte respiratoire, un silence auscultatoire signant un arrêt respiratoire imminent. On peut entendre également des sifflements respiratoires, c'est le signe d'une gêne respiratoire qui peut être due à la présence d'un corps étranger dans les voies respiratoires ou des maladies obstructives comme l'asthme ou la BPCO. Alors je voulais vous montrer une petite vidéo. Pardon. Alors là je vais vous poster aussi sous cours sur l'auscultation pulmonaire par rapport aux sons normaux, le son trachéal, le murmure vésiculaire, les différents types de souffle, le souffle tubaire, le souffle pleurétique, le souffle cavitaire, le souffle amphorique et les bruits anormaux, les râles bronchiques, les râles parenchymateux et j'en passe. D'accord, je ne suis pas un expert là-dedans. Ensuite, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter également? On a parlé du murmure vésiculaire, des sifflements, etc. On va pouvoir également écouter la vibration vocale. C'est la perception d'un son qui est émis par la voix du patient à travers les poumons jusqu'au dos ou au torse. Alors, on pourrait poser la main, dire au patient de prononcer le mot 33 parce que c'est un mot qui résonne beaucoup. Ou placer tout simplement le stéthoscope pour voir la résonance. Alors une diminution ou une augmentation des vibrations vocales est de type pathologique. On retrouvera ainsi une abolition des vibrations vocales lors d'un pneumothorax par exemple. D'accord ? Donc ces vibrations peuvent être augmentées ou diminuées. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du souffle tubaire. Alors le souffle tubaire, il s'agit d'un bruit intense, rude et de tonalité élevée, perçu
au deux temps de la respiration, mais à prédominance inspiratoire, qui est audible lors de l'auscultation pulmonaire. Il va s'entendre en regard au centre d'une condensation pulmonaire de type pneumonie et il est classiquement entouré d'une couronne de crépitant. Alors je vais vous montrer différentes vidéos. Alors je vais vous montrer des vidéos sur le son des poumons. And I'm going to listen to the chest. If you could just take some deep breaths in and out through your mouth. Voilà, pour les poumons, l'auscultation des poumons, et maintenant on va voir l'auscultation du cœur. Chest, and I'll be feeling the pulse in your neck at the same time. Okay? And sit forward for me. Alors, je posterai toutes ces vidéos pour que vous puissiez prendre le temps de bien les regarder, de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et je pense que j'en ai terminé par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré ici, vous avez les différents sites d'auscultation pulmonaire, d'accord, sur le plan antérieur et sur le plan postérieur. Donc, je vais vous poster ce cours. L'auscultation pulmonaire, vous voyez ici sur Wikipédia, vous avez les différents bruits, les bruits principaux, d'accord, les vibrations vocales. Voilà, je pense que j'ai tout passé en revue. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'examen physique au niveau de l'abdomen. À très vite.